Nous sommes le 3 octobre 2024. Bonjour et bienvenue dans le 13h. Le changement de lieu de vote en ligne est suspendu pour l'opération actuelle de la révision de la liste électorale. Une information, entre autres, qui a été donnée ce mercredi par le président de la commission électorale indépendante au cours d'une rencontre d'échange avec les parties prenantes à la révision de la liste électorale qui aura lieu cette année à partir du 19 octobre. Une session de sensibilisation et de renforcement des capacités en biosécurité pour prévenir les risques de contamination ou de pollution de l'environnement, ce qui constitue un des axes majeurs de la biosécurité dans le monde. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques de Genève. Après l'attaque massive de missiles lancée par l'Iran le 1er octobre contre Israël, le secrétaire général de l'ONU, déclaré persona non grata en Israël, dénonce le cycle écœurant des violences en appelant un cessez-le-feu. 8 soldats israéliens y ont été tués mercredi. Les raids aériens se poursuivent par ailleurs contre les bases du mouvement chiite pro-iranien à Beyrouth. C'est parti pour la révision de la liste électorale 2024. La collecte des informations dans les centres d'enrôlement se déroulera sur le territoire national et à l'étranger, dans les pays retenus pour cette opération du 19 octobre au 10 novembre prochain, sous l'autorité et la responsabilité de la CEI. Le président de l'institution s'est entretenu hier mercredi avec les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et des journalistes dans Éric Goré pour RTI. L'élément déclencheur de ce processus de révision de la liste électorale est le recensement des futurs électeurs qui démarre le 19 octobre pour prendre fin le 10 novembre 2024. Le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kouibière, indique que le dispositif en place est efficace pour enregistrer 50 000 personnes par jour. 12 000 centres d'enrôlement seront ouverts sur le territoire ivoirien pour cette opération. Plus de 4 millions d'Ivoiriens sont concernés par cette vaste opération. Concernant l'inscription de nouveaux électeurs, afin de ratisser large, la CEI a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 1er mars 2025, soit avant la publication de la liste provisoire. Ainsi, tous ceux de nos compatriotes qui auront 18 ans et plus à cette date pourront solliciter leur inscription sur la liste électorale. On a dit, ceux qui n'ont pas 18 ans au moment de l'enrôlement, mais qui l'auront avant la publication de la liste provisoire, qui se fera en mars 2025, si vous avez 18 ans avant le 1er mars 2025, même si vous n'avez pas 18 ans, au moment où vous venez vous enrôler, vous pouvez vous faire enrôler pour ratisser large. Les requérants devront se munir de leur carte nationale d'identité à défaut du récépissé ou encore de leur certificat de nationalité offert gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire pour la circonstance. Le gouvernement a décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en la délivrant gratuitement. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter le gouvernement pour toutes les mesures et les facilités permettant à nos compatriotes pour l'acquisition des pièces utiles pour l'enrôlement. Maître Blessy Jean Chrysostome, représentant le PDCI à cette rencontre, note que les 23 jours du recensement sont insuffisants. Il faut adresser, je pense, et je vais pas manquer de le faire, adresser une correspondance précise du PDCI au président de la CEI pour lui dire que la loi l'oblige à faire une révision de la liste électorale en 2025. Un avis que ne partage pas Doumbia Ibrahima, représentant du RHDP. La CEI nous rétorque qu'elle a la possibilité d'enregistrer tous ceux qui peuvent se présenter à leur guichet. Et que donc ce sont les citoyens qui ne se déplacent pas. Commençons d'abord par mobiliser nos populations. Si nous constatons qu'il y a de l'affluence et que la CEI n'est pas capable de les enrôler tous, nous allons soutenir la position du PDCI de sorte que la CEI crée les conditions pour que tout le monde puisse s'inscrire sur la liste électorale. Sous réserve de la révision de la liste électorale, 8 millions de personnes sont inscrites.
Les irrégularités constatées sur cette liste seront prises en compte, a rassuré Koulibaly Kouibière, président de la CEI. La Côte d'Ivoire, engagée dans la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques de Genève, cela pour prévenir les risques de pollution de l'environnement. Une session de renforcement des capacités en biosécurité se tient en ce moment ici à Abidjan, à l'initiative de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire, en coordination avec le Bureau onusien des affaires de désarmement. En Côte d'Ivoire, le stockage et l'utilisation d'armes biologiques sont interdits. En cas de violation de la loi, les sanctions sont liées à une amende de 400 millions de francs CFA, voire à la prison à vie. C'est pour vulgariser les actions en ce sens et sensibiliser sur la Convention relative aux armes biologiques en Côte d'Ivoire que se tient cette formation à Abidjan. Cet atelier dont le thème se décline comme suit: Atelier national de sensibilisation à la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre d'un programme quadriennal du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies. Il vise à renforcer la mise en œuvre de la Convention pour l'interdiction des armes biologiques ou à toxines. 2 jours durant, les membres de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire, en coordination avec le Bureau des Nations Unies des affaires de désarmement qui bénéficie du soutien de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et du Canada, vont mettre à la disposition des participants des outils nécessaires pour mieux appréhender les questions de sécurité biologique. Face au développement rapide des sciences et technologies biologiques, à la vulnérabilité mondiale aux risques biologiques, naturels ou délibérés, au climat géopolitique mondial, la Convention continue de démontrer sa pertinence et son importance, et cela presque un demi-siècle après son entrée en vigueur. Ouvrant officiellement cette session, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le général Sako Issa traduit l'engagement de la Côte d'Ivoire à être en phase avec les initiatives internationales de promotion de la sécurité humaine et collective. En adhérant à cette convention, le gouvernement ivoirien renforce ses engagements en matière de désarmement, de non-prolifération des armes de destruction massive et de lutte contre le terrorisme. Nous espérons ainsi obtenir une expertise dans l'utilisation des agents biologiques et de toxines à des fins pacifiques dans les domaines de la biosécurité. Issus de 15 structures nationales, 30 participants seront formés aux risques biologiques avec un accent mis sur la prévention. Un reportage signé Walter Amadou Ouattara et Arnaud Kofi. La phase 3 du PGDEC vient de s'achever à Bongouanou, dans la région du Moronou. Par PGDEC, entendre projet, emploi jeunes et développement des compétences. Dans ce cadre-là, plusieurs centaines de jeunes bénéficiaires du projet TIMO ont reçu cette semaine leurs attestations de fin de formation en présence des autorités préfectorales et régionales, mais aussi de notre correspondant sur place, Herman Niamia. Après 2 mois de formation, ces jeunes issus des 3 départements de la région du Moronou reçoivent des attestations de fin de formation avec à la clé une enveloppe de plus de 29 millions de francs CFA pour le financement de leur projet. Au nombre de 375, ils sont bénéficiaires des TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, dans le cadre de la mise en œuvre du PGDEC 3, projet emploi jeunes et de développement des compétences phase 3. Vous n'avez pas gagné cet argent à la loterie. Donc il ne s'agit pas de dépenser cet argent-là dans les loisirs. Non et non. La phase pilote a été réussie grâce à votre région du Moronou, puisque si les 10 premières régions n'avaient pas réussi, on ne serait pas aujourd'hui à 45 milliards de francs. Grâce au Moronou, le projet PGDEC qui a été implémenté dans le Moronou, en 2020, a été classé meilleur projet au monde entier de la Banque mondiale. Le programme d'insertion 2023-2025 prévoit de toucher 2083 jeunes dans le Moronou pour un montant de 1,25 milliard de francs CFA avec une contribution de 187 millions de francs CFA du Conseil régional du Moronou. En outre, 709 jeunes supplémentaires bénéficieront du financement de la phase 3 du contrat de désendettement et de développement CDD emploi jeunes. C'est un long parcours
Il leur a fallu du courage. C'est le lieu de féliciter nos partenaires, les prestataires PFS Moronou. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au Conseil régional du Moronou et aux initiateurs du projet qui leur donnent une opportunité de se prendre en charge. J'ai décidé de faire un restaurant. Voilà, donc derrière les petits jetons qu'on nous donne, j'ai commencé à faire, en tout cas à chercher mon coin, à faire mon truc. Dès qu'on nous libère, je mets mon activité en place. Le préfet des régions du Moronou, représentant le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement AFD, pour leur soutien continu à la cause de l'insertion professionnelle et de l'émancipation des jeunes en Côte d'Ivoire. Pour cette rentrée académique 2024-2025, dans le but d'harmoniser le contenu des programmes dans tous les établissements privés d'enseignement supérieur, une centaine d'enseignants du commerce participent à une session de renforcement de capacité à l'effet de garantir une meilleure formation aux étudiants. Jean-Michel Quadio dans un commentaire de Jean-Marc Djedji. Pour la rentrée académique 2024-2025, plus de 100 enseignants travaillent à harmoniser le contenu des programmes de formation en commerce dans tous les établissements privés d'enseignement supérieur. Une initiative du collectif des enseignants du commerce. Il s'agit concrètement de s'accorder sur l'ensemble des cours dispensés de sorte à ce que ceux d'Abidjan soient conformes à ceux de l'intérieur du pays. Nous avons constaté depuis un certain nombre d'années une certaine disparité entre les différents contenus qui sont dispensés dans nos différentes écoles. Voilà. Cela constitue aussi un handicap pour nos apprenants quand ils sont à l'épreuve des examens du BTS. Voilà. Et donc, nous avons compris la nécessité de nous retrouver en enseignants, d'harmoniser nos connaissances, d'harmoniser le contenu de ce que nous donnons comme cours à nos apprenants. Pour le sous-directeur chargé des établissements privés d'enseignement supérieur, ces dispositions assurent une réussite académique. Un enseignant bien formé permet de rendre le savoir aux étudiants. Et la révision des curricula nous donne vraiment beaucoup de confiance pour une bonne rentrée. Selon les initiateurs, ces rencontres s'étendront aux villes de l'intérieur du pays, toujours avec le même objectif, travailler à lever le handicap des étudiants face aux épreuves de fin d'année. Le FISAT, c'est le Forum international et salon africain des transports, un espace d'échange et de mise en relation des acteurs publics et privés. Le top départ de l'édition 2024 a été donné cette semaine ici à Abidjan en présence de nos reporters Sarah Tiemene, Carmen Dia et Apolline Herzier. C'est un événement majeur qui réunit depuis 8 ans les principaux acteurs du transport, les décideurs politiques, ainsi que les experts internationaux pour aborder les enjeux, défis et innovations liés à ce secteur stratégique. La 8e édition du FISAT, Forum international et salon africain des transports, se tiendra du 24 au 25 octobre prochain à Abidjan. L'objectif du FISAT, réfléchir à travers un forum de discussion internationale qui fait participer non seulement la Côte d'Ivoire mais aussi la sous-région et des pays occidentaux. Nous sommes présents aujourd'hui pour accompagner le FISAT pour que les réflexions qui vont ressortir de ce forum puissent être utilisées en termes de recommandations et de solutions à ces nouveaux défis auxquels désormais nous faisons face. Sous le thème transport, logistique, infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Cette édition promet de mettre l'accent sur les solutions durables et les nouvelles technologies qui façonnent l'avenir du transport. Nous allons parler du multimodal, c'est-à-dire le transport lagunaire qui se couple avec le transport terrestre, le BRT, le métro. Comment l'usager va-t-il aujourd'hui en bénéficier et ça dans son quotidien pour toujours diminuer son budget transport. Avec une participation internationale croissante, le forum s'impose comme une plateforme incontournable pour l'innovation et la coopération dans le domaine des transports en Afrique et dans le monde. Et de nos jours, habiter à Bingerville, ce n'est pas chose facile, surtout pas en cette période de rentrée scolaire. Pour rentrer et sortir de la ville aux heures de pointe, il faut tout d'abord faire des prières, mais surtout se lever tôt.
aux aurores carrément. Sinon, bonjour le retard. Est-ce le nombre de véhicules trop élevé qui est à mettre en cause, ou l'indiscipline des automobilistes, ou encore les travaux en cours sur les différents axes? En tout cas, les embouteillages et autres ralentissements sont monstres et ils pourrissent la vie aux usagers. Nouvelle gare de Bingéville, il est 6 heures. Ici, les minicars, communément appelés Gbaka, desservent les différentes communes d'Abidjan. Pour les passagers, il est impératif d'être présent de bonne heure. C'est une seule entrée, une seule sortie. Donc, il y a tellement de monde arrivé de Bingéville. Donc, on est obligé de se réveiller tôt pour pouvoir vite arriver au travail. Mais malgré qu'on se réveille tôt, quand on vient à la gare, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de véhicule. Depuis la rentrée scolaire, tous les jours, c'est comme cela. Et tous les Gbaka qui viennent, ils ne sortent pas hors de Bingéville. Donc, bon, c'est ce qui fait que nous sommes ici. À Bingéville, le quotidien des populations rime avec les embouteillages, surtout en cette période de rentrée de classe. Personne ne veut être en retard. Pour réussir ce pari, il faut payer le prix. Il faut un trajet, nous dépose quelque part. Pour ne pas aller après barrage, nous dépose quelque part vers Nouveau Goudron. Nous recharge encore la même personne pour aller encore devant. C'est-à-dire que le prix fait 2 fois. On peut payer 600, 700 par le Nouveau Goudron. C'est pas normal. À partir de 5h, 5h30 par là, déjà on constate ils commencent à augmenter les transports. Tout arrêt à 500 francs par exemple. Cette affluence n'est pas faite pour déplaire aux conducteurs et apprentis de Gbaka. Certains usent de stratégies pour faire recette avant la mi-journée. Au niveau de double tarif, là, nous aussi on regarde l'embouteillage pour pouvoir donner le prix. Ils rasent au Nouveau Goudron pour prendre les gens pour les déposer à la vie au tarif de 500 francs. Voilà, parce qu'ils savent qu'à Bingéville, il y a un embouteillage. Maintenant, ceux qui continuent à Bingéville, ils ont un tarif à part. Le transport pour quitter Bingéville pour aller à Djamé, c'est 500 francs. Les feuilles à Nouveau Goudron sont à 300 francs. Souvent, quand il dit 300 tout arrêt, bon, regardez, 300 tout arrêt, et tous m'ont donné 500. Le Gbaka fait 26 places. 200 par 26, ça me fait 5200. Je vais avoir cette monnaie là-haut. Raison pourquoi parfois, pour éviter tous ces disputes de monnaie, nous le faisons tout arrêt 500. Actuellement, c'est le matin. À partir de midi, il n'y a plus d'embouteillage. On en profite en même temps. 6h, 10h, ça devient la recette. Voilà, ça devient la recette. Si à la vérité, il faut dire 10h, ça devient la recette. Tu commences à rentrer dans le gasoil à partir de 14h, 15h, ça devient le gasoil. Maintenant, tu cherches pour toi, il est en 22h. Une lutte qui s'étend jusqu'au grand carrefour de la Riviera Palmeraie. Il faut au total compter presque 2 heures du temps pour une distance d'environ 15 km entre Bingéville et la commune de Cocody. C'est le quotidien. En tout cas, depuis moi je vis à Bingéville, il n'y a pas un jour où je me suis, peu importe l'heure, il n'y a pas un jour où je me suis levée puis j'ai pris la route. En tout cas, à part si c'est la nuit, et puis la voie était fluide. C'est tout le temps coincé en fait. La situation touche aussi bien les passagers que les automobilistes. Un véritable parcours de combattants en 2 étapes, au petit matin, puis en début de soirée. Moi, je viens de zone 3. Depuis 17h, je suis sur la route. Ça chauffe, mes pieds, ça chauffe. Surtout que mon véhicule est manuel, c'est pas facile en fait. On dépense beaucoup parce que la voiture en marche, vous êtes dans l'embouteillage, c'est le carburant, c'est beaucoup de dépenses. Nous sommes à peine à 15 km du bureau, pour certains 20 km. En tout cas, nous sommes à moins de 30 km, mais nous mettons entre 1h30 pour certains, pour moi c'est 1h15 environ, jusqu'à 2h, 3h, voire 3h pour certains. Donc c'est vraiment beaucoup d'ancienneté, beaucoup d'angoisse. De son côté, la municipalité avec à sa tête le maire Issouf Doumbia appelle les populations à faire confiance au gouvernement. On a des travaux partout dans la ville. L'ancienne route a été réhabilitée, mais on ne règle pas le problème de bouchons. Le problème de bouchons, c'est au niveau des FEKC. Les études sont en train d'être faites pour nous faire un échangeur. Donc chacun de nous doit prendre son mal en patience. En ce moment, le tronçon Bingéville-Cocody fait l'objet de plusieurs travaux. Des chantiers qui perturbent le trafic routier, surtout en cette période de rentrée scolaire. Dans l'attente d'une effectivité des chantiers entrepris par le gouvernement, les Bingévillois espèrent une amélioration.
Bingerville, il faut se lever tôt pour être à l'heure. Un grand reportage d'Ismaël Evrardéo, Jean-Marc Djadji et Franck Kofi. Allons-y à présent à Grand-Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Grand-Bassam, une autre capitale, la toute première de notre pays. On y va donc pour rencontrer les éleveurs qui sont en réunion pour tenter de mettre en place des mécanismes pour réussir l'élevage et mieux organiser le secteur. Depuis la cité balnéaire, on en sait plus avec Ahmed Traoré. L'élevage est un aspect important du développement durable de l'agriculture. Partant de ce constat, les acteurs du secteur se retrouvent dans la ville de Grand-Bassam. L'objectif s'affiche clairement, trouver les mécanismes à mettre en place pour réussir un bon élevage. Pour faire face à cette problématique, les éleveurs décident de fédérer leurs énergies. On a eu l'habitude de faire des séminaires instructifs où on vient comme des cours magistraux, on forme les fermiers et ils s'en vont. On a décidé que désormais, il est bon qu'on puisse parler peu et présenter les produits et puis rechercher les préoccupations des éleveurs et puis qu'on développe pour leur permettre d'avoir des solutions. Une démarche bien appréciée par les acteurs de l'élevage venus de toutes les contrées du pays pour prendre part à ce séminaire de formation. Vous avez 1 kilo de poisson qui est au moins 2500. Le poisson d'eau douce que nous faisons, le kilo est au moins à 2500, donc la tonne est à 2,5 millions. Donc c'est d'inviter l'ensemble de la jeunesse d'abord à se faire former dans ce milieu, parce que quand vous venez sans formation, vous ne pouvez pas donner de résultats. Se faire former et ensuite investir dans le secteur de l'aquaculture de façon générale et de la pisciculture en particulier, qui est un secteur très porteur. Le ministre des Ressources animales et halieutiques le disait, le cacao-café de demain, c'est la pisciculture, et c'est vrai. Les acteurs de l'élevage en Côte d'Ivoire ont également pour ambition d'accroître les produits nécessaires pour un bon élevage. On quitte le sud Koboé et on met le cap sur la Bagoué. À Tengrela, précisément, les populations viennent d'être informées. Les populations donc à Tengrela, informées sur les nouvelles réformes dans le domaine de la construction. Au cours d'une séance de sensibilisation, il a été principalement question de réformes en matière de lotissement, de permis de construire et de délivrance de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Djeneba Ouattara, Corona Soro, RTI Boaké. Les populations de Tengrela dans la région de la Bagoué sensibilisées sur l'importance des actes administratifs majeurs afférents aux fonciers urbains pour bénéficier d'un titre de propriété. Une action à l'initiative de la direction départementale du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La rencontre s'inscrit dans le cadre des journées d'information et de réclamation. Selon les initiateurs, à travers cette opération, le ministère de la Construction entend résoudre la question des dossiers en attente, les conflits fonciers et consolider la paix. Pour que les personnes sachent que la construction fait partie de leurs habitudes naturelles et que venir à la construction pour construire, faire des maisons selon les normes et les règles est une obligation conforme à la loi. Nous sommes convaincus qu'avec cette initiative, nous allons aller de l'avant et donner une image plus réduisante, encore plus réduisante du ministère de la Construction. Une séance de sensibilisation soutenue par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Kourougou. Notre prière, c'est d'inviter les détenteurs de terrains urbains à fréquenter nos services. Le service de la conservation foncière et du cadastre à Boundiali. Il faut que les usagers viennent à nous. Nos portes sont ouvertes. Le préfet du département de Tengrela salue l'initiative et exhorte les participants de la rencontre à être des relais. Ruth Anne-Marie Brou est revenue sur l'importance de se faire établir des documents administratifs afin de ne pas perdre leurs biens. Que toutes les populations puissent s'aligner sur les instructions qui sont données par le gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de déclaration d'impôts et surtout en matière foncière, pour que toutes les procédures d'ACD qui sont en souffrance au niveau de la conservation foncière puissent être débloquées. La direction départementale de la construction, du logement et de l'urbanisme de Tengrela entend mener régulièrement ses activités pour instruire les populations sur les nouvelles réformes de la construction. Et de Tengrela, on prend la route pour Odiéné, district du Denguélé. Après 3h30 de route, on y arrive pour assister à cette rencontre entre Nassaneba Touré et les femmes de la ville. L'édile échangeait avec ses administrés sur le chantier du nouveau marché moderne d'Odiéné et sur bien d'autres sujets. Le point avec Khalil Diomandé. C'est une rencontre
pour évoquer les projets d'envergure initiés par la municipalité d'Odiéné. La première magistrate de la commune, Nassene Batouré, demande aux femmes plus de patience quant à l'évolution des travaux du nouveau marché de la capitale régionale du Kabadougou. Dans la foulée, elle annonce la mise en place d'une brigade des mœurs et d'une autre consacrée à la salubrité. Nous allons commencer le travail pour améliorer la salubrité, amener les populations à déposer leurs déchets à des endroits bien précis qui leur ont été désignés, à trier aussi leurs déchets. Le marché d'Odiéné a été construit en 1972. Donc il y a 52 ans de cela, nous sommes en train de travailler avec la tutelle pour que le marché puisse être mis en place rapidement parce que le marché est un élément essentiel dans la collectivité au niveau des ressources propres. Dans leur ensemble, ces femmes marquent leur adhésion à la vision de la mairie avec l'espoir d'être impactées positivement par les différents projets. Ce que Madame le maire a dit, on a compris, on va patienter. On sait que le marché, là, si ça finit, on serait content. Quand la ville est sale, c'est pas joli à voir. On va l'aider pour rendre la ville propre. Le nouveau marché d'Odiéné sera doté d'environ 500 magasins et plus de 1500 étals, renforçant ainsi ses capacités d'accueil. Du côté de Thiébissou aussi, le développement est au cœur des préoccupations des autorités sur place. La troisième réunion du Conseil régional a porté sur la réalisation des infrastructures de base. Une rencontre qui s'est faite en présence de l'ensemble du corps préfectoral et de notre reporter Souleymane Donisangou. Après Didier Vie, c'est le foyer Akandi Aka de la commune de Thiébissou qui abrite la présente réunion du Conseil régional avec pour objectif l'examen et l'adoption de l'état du budget pour le deuxième trimestre de cette année ainsi que le budget primitif 2025 du Bélier. Ajouter à cela des conventions de partenariat proposées par des institutions privées. À travers les réunions tournantes, donner l'information sur les investissements qui ont été faits. Nous avons investi à Thiébissou. Nous avons fait beaucoup de choses pour Didier Vie. Nous avons fait certaines choses pour le département de Toumoudi. Aujourd'hui, c'est le tour de Thiébissou. Nous sommes obligés de le faire pour le bonheur de notre jeunesse. Mais que la population nous suive, puisqu'on ne néglige rien, donc que la population puisse quand même nous suivre. C'est dans le cadre de sa politique de proximité et surtout par devoir de redevabilité envers les administrés que le président du Conseil régional du Bélier a entrepris de faire des réunions tournantes dans la région. Cette session du Conseil a permis de passer au crible le budget primitif 2025 d'un montant de 2 838 747 000 francs CFA. Celui-ci, après les échanges participatifs, a été adopté à l'unanimité des conseillers présents. La mode, c'est très important. On dit même qu'elle améliore la vie et qu'une belle robe peut vous rappeler ce qu'il y a de beau dans la vie. Et c'est l'une des missions du Grand Bassam Fashion Day, dont l'édition 2024 vient de s'achever. Et vous allez le voir, pendant le défilé, les tenues des différents créateurs ont absolument rivalisé de beauté. Patricia Omouetia, Maxwell Lozo. Madeleine Lee a captivé avec ses blousons amples, tandis qu'El Shaddai a émerveillé avec ses tissus locaux. Bijou Fashion a séduit avec des tenues sensuelles, révélant l'habileté de sa créatrice. Le Kori a brillé comme accessoire phare chez Yohou Couture et des marques comme Fabrice Moulot et Misano ont ravi les amateurs de mode classique. Nous formons des jeunes dames dans les métiers du tissage. Donc, toutes les pagnes qui ont fait le défilé ce soir ont été tissées par des jeunes dames de la région d'Alépé, des jeunes gens aussi, déscolarisés et que nous avons formés et qui gagnent leur vie en faisant ce travail. Le talent était omniprésent et les spectateurs rassemblés sur l'esplanade de la mairie ont unanimement salué l'événement. Michel Yakis et Sis Saint-Moïse ont remis un présent au maire Jean-Louis Moulot qui a souligné l'importance de Grand Bassam en tant que le berceau de la culture. Démocratiser la mode est une de nos priorités et voir que la ville de Grand Bassam a pris cette initiative-là donc de se déployer dans le développement donc, de la mode et la promotion de la mode. Et cela est une initiative louable. Nous avons souhaité offrir un espace d'expression
à nos talents, à nos créateurs et créatrices de mode, mais également permettre au plus grand nom du design de mode de Côte d'Ivoire de venir ici à Grand Bassam pour présenter leur savoir-faire et magnifier donc ces créations. Grand Bassam Fashion Day 3 s'affirme comme un rendez-vous culturel incontournable contribuant au rayonnement économique de la ville et à l'épanouissement des talents locaux. Grand Bassam, qu'il faut le rappeler, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. L'actualité internationale à présent. Reed Brody, l'avocat et défenseur américain des droits de l'homme, a été interpellé puis expulsé du Tchad hier mercredi alors qu'il s'apprêtait à tenir une conférence de presse à N'Djamena. Reed Brody avait joué un rôle décisif dans la traque puis dans le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné pour crime contre l'humanité en 2016 par un tribunal spécial. Alors que le rapatriement de la dépouille d'Hissène Habré, qui se trouve actuellement à Dakar, et son éventuelle réhabilitation font l'objet de tractations, N'Djamena avait annoncé à la fin du mois de février dernier le versement d'une somme de 10 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes de l'ancien président. Après l'attaque massive lancée le 1er octobre par l'Iran contre Israël à l'aide de missiles balistiques et la promesse d'Israël de représailles, l'armée israélienne continue d'affronter les combattants du Hezbollah dans la zone frontalière. 8 soldats israéliens y ont été tués mercredi. Les raids israéliens se poursuivent par ailleurs contre les bases du mouvement chiite pro-iranien à Beyrouth. 6 personnes sont mortes ce jeudi lors d'une frappe sur un centre de secours du Hezbollah en plein cœur de la capitale libanaise. Fin de cette édition. Je serai encore chez vous demain à 13h, si vous le voulez bien.